Quelque part vers l'an 970, dans les terres brumeuses de Scanie, au sud de l'actuelle Suède, naît un enfant qui deviendra l'un des Vikings les plus redoutables de l'histoire. Son nom, Thorkel. Son père, Strut Harald, porte un surnom qui fait référence à son casque doré en forme de cône. Sa famille dirige ses territoires danois du sud avec une poigne de fer, et son frère aîné Sigvaldi est destiné à devenir le chef des Jomsviking, cette confrérie légendaire de guerriers d'élite établie dans la forteresse de Jomsborg sur l'île de Volyn. Mais ce qui frappe immédiatement chez le jeune Thorkel, c'est sa taille. À l'adolescence, il dépasse déjà tous les hommes de son entourage. À l'âge adulte, il atteint les 2,20 m, une stature absolument exceptionnelle pour l'époque où la moyenne tourne autour d'1,70 m. Cette hauteur vertigineuse lui vaudra son surnom, Thorkel Inhavi, Thorkel le Grand ou Thorkel le Haut. Quand il entre dans une salle, les conversations s'arrêtent. Quand il marche dans les rangs, les guerriers reculent instinctivement. Sa simple présence physique est une arme psychologique redoutable. Les Jomsvikings ne recrutent pas n'importe qui. Leur code est strict et impitoyable. Seuls les hommes âgés de 18 à 50 ans peuvent intégrer leur rang, et encore faut-il avoir prouvé sa valeur au combat. Pas de femmes dans la forteresse, pas de querelle entre frères d'armes, pas de fuite devant l'ennemi, même en infériorité numérique, et surtout, une loyauté absolue envers la confrérie. Le butin se partage équitablement, les décisions se prennent collectivement. C'est une machine de guerre parfaitement huilée, une élite militaire qui fait trembler toute la Scandinavie. Thorkel excelle dans ce monde brutal. Sa force physique est légendaire. On raconte qu'il manie 2 haches de bataille à 2 mains, une dans chaque poing, là où les autres guerriers peinent déjà à en soulever une. Ses coups sont dévastateurs. Un seul suffit à fendre un bouclier, un aume et le crâne qu'il protège. Mais ce n'est pas seulement sa force qui le distingue. Thorkel possède aussi une intelligence tactique aiguisée et un courage qui frôle la témérité. Rapidement, il grimpe les échelons pour devenir l'un des commandants principaux de la confrérie, aux côtés de son frère Sigvaldi. En 986, Thorkel participe à sa première grande bataille navale, celle du détroit de Hjörungavágr. Les Jomsvikings attaquent les forces de Håkon Sigurdsson, le jarl de Norvège. C'est un affrontement titanesque qui se déroule dans les fjords brumeux de la côte norvégienne. Les dracars s'affrontent dans un balai mortel, les haches fendent les boucliers, le sang rougit l'eau glacée. Malgré leur réputation terrifiante, les Jomsvikings sont vaincus ce jour-là. Mais Thorkel survit, et cette défaite ne fait qu'attiser sa soif de combat plus intense. 14 ans plus tard, en l'an 1000, il se trouve à nouveau au cœur d'une bataille navale décisive, Svolder. Cette fois, les enjeux sont colossaux. Le roi Olaf Tryggvason de Norvège, fervent promoteur du christianisme, se retrouve pris au piège par une coalition menée par Sven à la barbe fourchue, roi de Danemark. Sigvaldi, le frère de Thorkel, joue un rôle trouble dans cette bataille. Certains chroniqueurs l'accusent de trahison, d'avoir attiré Olaf dans un guet-apens. Thorkel combat avec une violence inouïe, et la flotte d'Olaf est anéantie. Le roi norvégien préfère sauter dans les eaux glacées plutôt que de se rendre. Cette victoire consolide la puissance danoise sur la mer du Nord et confirme la réputation des Jomsvikings comme force militaire redoutable. À ce stade de sa vie, Thorkel a la quarantaine. Il est au sommet de sa puissance physique, couvert de cicatrices qui témoignent de dizaines de batailles. Son visage porte les marques de la guerre, une barbe blonde broussailleuse, des traits durcis, un regard qui a vu mourir des centaines d'hommes. Mais contrairement à beaucoup de guerriers vikings, Thorkel n'est pas seulement une brute sanguinaire. Il possède un sens politique aiguisé et une capacité à évaluer les rapports de force qui fera toute la différence dans les années à venir. En août 1009, Thorkel débarque sur les côtes anglaises à Sandwich, dans le Kent, à la tête d'une flotte imposante. Les chroniqueurs parlent de dizaines de dracars remplis de guerriers affamés de butin. L'Angleterre d'Ethelred le Malavisé est déjà affaiblie par des décennies de raids vikings. Le roi anglais, incapable de repousser les envahisseurs par les armes, a instauré une politique humiliante, le Danegeld, un tribut massif versé aux Vikings pour qu'ils repartent. Cette stratégie désastreuse ne fait qu'encourager de nouvelles vagues d'attaquants. Thorkel sait parfaitement exploiter cette faiblesse. Ses troupes marchent vers Canterbury, la cité ecclésiastique la plus importante d'Angleterre. Les habitants, terrorisés, réunissent rapidement 3000 livres d'argent pour éviter le sac de la ville. Thorkel empoche l'argent et se dirige vers Londres. La capitale anglaise est mieux défendue. Ses murailles romaines sont solides, sa garnison motivée. Thorkel lance plusieurs assauts, mais se heurte à une résistance farouche.
Les Londoniens repoussent les Vikings encore et encore. Après plusieurs tentatives infructueuses, Thorkel renonce à prendre Londres et se rabat sur des cibles plus faciles. Pendant 3 ans, de 1009 à 1012, l'Angleterre de l'Est est mise à feu et à sang. Thorkel et ses hommes pillent méthodiquement le Suffolk, l'Essex, le Kent. Les monastères sont dévalisés, leurs trésors emportés dans les navires vikings. Les villages brûlent, les récoltes sont saccagées, les populations massacrées ou réduites en esclavage. C'est une campagne de terreur systématique qui vise à saigner le royaume anglais jusqu'à ce qu'il accepte de payer un tribut colossal. En septembre 1011, Thorkel revient devant Canterbury. Cette fois, il ne se contente pas de demander une rançon. Il assiège la ville pendant 3 semaines. La situation semble bloquée jusqu'à ce qu'un traître ouvre les portes aux Vikings. Il s'appelle Ælfmaer, et l'ironie de l'histoire veut que l'archevêque de Canterbury, Alphège, lui avait autrefois sauvé la vie. Cette trahison permet aux hommes de Thorkel de déferler dans la ville. Le massacre est terrible. Les Vikings pillent tout ce qu'ils peuvent, tuent les résistants, capturent des otages de grande valeur. Parmi ces otages figure l'archevêque Alphège lui-même, un homme d'une 60aine d'années réputé pour sa piété et son intégrité. Thorkel le retient prisonnier pendant 7 mois, avec d'autres notables anglais. Les Vikings réclament des rançons exorbitantes pour leur libération. Les autres otages sont progressivement rachetés, mais pour Alphège, les exigences sont astronomiques. 3000 livres d'argent, une somme qui ruinerait complètement son diocèse. Alphège refuse catégoriquement qu'une telle somme soit versée. Il interdit formellement à ses fidèles de payer la rançon, arguant que cet argent doit servir aux pauvres et aux nécessiteux, pas à enrichir des païens. Cette position courageuse mais obstinée exaspère les guerriers de Thorkel. Les mois passent, la frustration monte. L'archevêque profite de sa captivité pour tenter de convertir ses geôliers au christianisme. Certains Vikings, intrigués par ce vieil homme qui refuse de craindre la mort, se laissent baptiser. Mais cette activité missionnaire crée des tensions au sein de l'armée viking. Le 19 avril 1012, après le festin de Pâques, les guerriers de Thorkel organisent une assemblée, un husting, à Greenwich. Ils ont bu toute la journée. Leur jugement est altéré par l'alcool et la colère. Alphège est traîné devant eux. Les Vikings, furieux que ce vieil homme entêté les empêche d'empocher une fortune, commencent à le frapper. Ils lui lancent des os de bœuf des débris du festin. L'archevêque, debout et digne, malgré les coups, refuse toujours de céder. Thorkel, selon les chroniques, tente d'intervenir. Il offre tout ce qu'il possède pour racheter la vie de l'archevêque, tout sauf son navire. Mais ces hommes, ivres et incontrôlables, ne l'écoutent plus. La violence s'intensifie. Un guerrier, probablement un converti nommé Troum, décide d'abréger les souffrances d'Alphège. Il l'achève d'un coup de hache à l'arrière du crâne. L'archevêque de Canterbury, premier prélat anglais à mourir de mort violente, s'effondre dans une mare de sang. Son corps est d'abord laissé sans sépulture, puis finalement transporté à Londres et inhumé dans la cathédrale Saint-Paul. Ce meurtre révulse Thorkel. Les sources contemporaines sont formelles. Le géant viking est profondément choqué par la brutalité de ses propres hommes. Peut-être est-il touché par le courage d'Alphège. Peut-être réalise-t-il que ce lynchage dépasse les limites de la guerre acceptable. Peut-être calcule-t-il simplement qu'assassiner un archevêque devant une foule ivre est politiquement désastreux. Quoi qu'il en soit, cet événement marque un tournant dans sa carrière. Peu après la mort d'Alphège, Thorkel prend une décision qui stupéfie tout le monde. Il change de camp. Lui, le commandant Jomsviking, le guerrier danois qui a passé 3 ans à ravager l'Angleterre, passe au service du roi Æthelred le Malavisé. C'est le premier de ces 4 changements d'allégeance, et il s'accompagne d'une force militaire considérable, 45 navires et leurs équipages, soit plusieurs milliers de guerriers expérimentés qui basculent du côté anglais. Pourquoi ce revirement spectaculaire? Les motivations de Thorkel sont complexes. Le meurtre d'Alphège joue certainement un rôle. Thorkel est chrétien, ou du moins suffisamment influencé par le christianisme pour être horrifié par le lynchage d'un archevêque. Mais il y a aussi des raisons stratégiques. En restant au service d'Æthelred, Thorkel s'assure un salaire régulier et des terres en Angleterre. Il obtient probablement la promesse d'un titre de comte, d'un statut de grand seigneur dans le royaume. Et puis, il y a peut-être une dimension personnelle. Thorkel épouse une fille d'Æthelred, nommée Edith ou Wulfild selon les sources. Ce mariage royal le lie définitivement à la couronne anglaise. Le roi Æthelred accepte cette alliance avec empressement. Disposer de Thorkel et de ses guerriers aguerris est un atout militaire considérable. En 1012, il parvient enfin à réunir les 48 000 livres de Danegeld nécessaires
pour renvoyer le reste de la flotte viking au Danemark. Seul Thorkel et ses hommes restent désormais au service de la couronne. Mais la situation en Angleterre reste catastrophique. Les raids vikings continuent et le royaume semble au bord de l'effondrement. En 1013, une nouvelle menace se profile à l'horizon. Sven, à la barbe fourchue, le roi de Danemark, débarque avec une armée massive. Son objectif est clair, conquérir l'Angleterre et en devenir le roi. C'est une invasion totale, pas un simple raid de pillage. Face à cette menace existentielle, Thorkel reste fidèle à Ethelred. Quand l'armée de Sven déferle sur le pays, conquérant ville après ville, Thorkel défend Londres aux côtés du roi anglais. La capitale résiste héroïquement, mais le reste du pays s'effondre. Les nobles anglais, voyant la situation désespérée, commencent à se rallier à Sven. Ethelred comprend qu'il a perdu la partie. À la fin de l'année 1013, il fuit en Normandie avec sa famille, laissant Sven devenir roi d'Angleterre. Thorkel se retrouve dans une position délicate. Il pourrait se rallier au nouveau roi danois, son compatriote. Mais il reste étrangement loyal au roi en exil. Peut-être honore-t-il simplement sa parole. Peut-être calcule-t-il que la situation n'est pas définitive. Et effectivement, en février 1014, Sven meurt subitement, probablement d'une crise cardiaque. La conquête danoise s'effondre aussi vite qu'elle s'était établie. Les nobles anglais rappellent Ethelred de Normandie. Le vieux roi revient avec une armée fraîche et Thorkel est à ses côtés. Il lance une contre-offensive brutale contre les Danois restés en Angleterre. C'est un massacre. Thorkel retrouve sa réputation de guerrier implacable, mais cette fois au service de la couronne anglaise. Les Vikings survivants fuient vers leurs navires et repartent au Danemark, emmenant avec eux le fils de Sven, un jeune prince nommé Knut. Pendant quelques mois, il semble que l'Angleterre ait retrouvé une certaine stabilité. Mais Ethelred est vieux, malade, et son autorité s'effrite. Son fils Edmond, surnommé Côte de Fer pour sa bravoure et sa résistance, commence à s'impatienter. Les tensions familiales s'ajoutent aux menaces extérieures. Et au Danemark, le jeune Knut n'a pas dit son dernier mot. En septembre 1015, Knut revient en Angleterre, mais ce n'est plus le jeune prince qu'on a chassé l'année précédente. À 20 ans, il a mûri, endurci, et surtout, il dispose d'une armée formidable. Son objectif est clair, venger son père et conquérir l'Angleterre une fois pour toutes. La campagne qui s'ensuit est d'une brutalité inouïe. Ethelred, rongé par la maladie, ne peut plus diriger efficacement la défense du royaume. C'est son fils Edmond qui prend les choses en main. Le jeune prince se révèle être un chef de guerre redoutable, à la hauteur de son surnom. Il mobilise les troupes, organise la résistance, affronte Knut dans plusieurs batailles. Thorkel combat à ses côtés, mettant son expérience et sa force au service de la cause anglaise. Les affrontements se succèdent. Penselwood dans le Somerset, Sherstone dans le Wiltshire. Ce sont des batailles indécises qui épuisent les deux camps sans donner l'avantage définitif à l'un ou l'autre. Edmond parvient à repousser Knut de Londres, remportant même une victoire à Brentford. La situation semble tourner en faveur des Anglais. Mais en avril 1016, Ethelred meurt à Londres. Les nobles présents dans la capitale élisent immédiatement Edmond pour lui succéder. Cependant, dans le reste du pays, c'est Knut qui reçoit le soutien de la majorité de l'aristocratie anglaise. Le royaume est déchiré entre deux prétendants. La guerre civile s'ajoute à l'invasion étrangère. Edmond se bat avec l'énergie du désespoir. Il reprend le contrôle du Wessex, le cœur historique du royaume anglo-saxon. Il lève des troupes fraîches, poursuit Knut dans le Kent, l'affronte à Otford. Cette victoire est tellement convaincante qu'elle pousse Eadric Streona, le puissant Ealdorman de Mercie, à abandonner Knut et à se rallier à Edmond. C'est un coup politique majeur. Mais Eadric est un traître né, un homme sans honneur qui ne cherche que son propre intérêt. À la bataille d'Assandun, le 18 octobre 1016, alors que les deux armées s'affrontent dans un combat titanesque, Eadric commet l'impensable. En pleine bataille, il déserte avec ses troupes. Cette trahison brise la ligne anglaise et permet à Knut de remporter une victoire décisive. L'armée d'Edmond est massacrée. Des milliers d'Anglais périssent ce jour-là. C'est probablement à ce moment-là que Thorkel change de camp pour la deuxième fois. Les sources sont floues sur le moment exact, mais il est certain qu'à un moment donné, entre la mort d'Ethelred et la victoire finale de Knut, Thorkel bascule du côté danois. Peut-être après Assandun, quand il devient évident que la cause anglaise est perdue. Peut-être même avant, dans un calcul politique complexe. Thorkel est un survivant, un pragmatique. Il sait reconnaître quand une cause est désespérée. Edmond, blessé et épuisé, comprend qu'il ne peut plus gagner militairement. Il accepte de négocier avec Knut. Les deux jeunes rois se rencontrent sur l'île d'Alney
sur la Séverne et se partagent le royaume, Edmond conserve le Wessex, son fief traditionnel, tandis que Knut obtient la Mercie et la Northumbrie. C'est une solution temporaire, un compromis bancal qui ne peut tenir longtemps. Le 30 novembre 1016, à peine un mois après cet accord, Edmond sans hôte de fer meurt subitement. Il n'a que 27 ans, les circonstances de sa mort restent mystérieuses. Certains chroniqueurs parlent de blessures de guerre mal soignées, d'autres murmurent qu'il a été assassiné, peut-être empoisonné sur ordre de Knut. Quoi qu'il en soit, sa mort met fin à toute opposition. Knut devient le seul roi d'Angleterre. En 1017, Knut divise son nouveau royaume en 4 grands comtés et distribue les titres. Il garde le Wessex pour lui-même, confie la Northumbrie à Eric Håkonsson, un jarl norvégien qui l'a fidèlement servi. La Mercie va à Eadric Streona, le traître qui a permis la victoire d'Assandun. Et l'Est Anglie, l'un des comtés les plus riches du royaume, est attribué à Thorkel le Grand. C'est une reconnaissance immense. Thorkel, qui a changé de camp, se retrouve récompensé par l'un des titres les plus prestigieux d'Angleterre. Il devient Earl d'Est Anglie, un seigneur féodal contrôlant d'immenses domaines, des ports prospères, des revenus considérables. Dans les chartes royales de l'époque, son nom apparaît en première position parmi les vassaux de Knut, signe qu'il est considéré comme le plus puissant baron de toute l'Angleterre. Mais Knut, jeune roi impitoyable, règle rapidement ses comptes. Eadric Streona, malgré sa trahison décisive en faveur de Knut, est exécuté quelques mois seulement après avoir reçu son comté. Le roi danois ne peut tolérer un homme qui a trahi 2 fois. Si Eadric a trahi Edmond, qui dit qu'il ne trahira pas Knut? C'est une leçon brutale. La trahison peut payer temporairement, mais elle se termine souvent dans le sang. Thorkel, lui, survit parce qu'il est différent. Ces changements d'allégeance ne sont pas des trahisons impulsives, mais des décisions stratégiques mûrement réfléchies. Et surtout, une fois qu'il a donné sa parole, il la tient. Entre 1017 et 1019, il sert Knut avec la même loyauté féroce qu'il avait montrée envers Ethelred. En 1018, Knut impose un dernier Danegeld gigantesque, 82 500 livres d'argent, dont 10 500 rien que pour Londres. Cette somme colossale lui permet de payer ses troupes et de renvoyer la majorité de son armée au Danemark. Il ne garde que 40 navires avec lui en Angleterre. Thorkel supervise probablement une partie de cette collecte d'impôts dans son comté d'Est Anglie. Quand Knut rentre au Danemark pour recueillir l'héritage de son frère Harald, mort en 1018, Thorkel reste en Angleterre. Entre 1019 et 1020, alors que le roi est absent, c'est probablement Thorkel qui assure la régence du royaume. À près de 50 ans, le vieux guerrier Jomsviking est devenu l'un des piliers du nouveau régime anglo-danois. Il a survécu à des décennies de guerre, changé d'allégeance quand nécessaire, et s'est hissé au sommet du pouvoir. Knut, désormais roi d'Angleterre et de Danemark, bâtit ce qui sera appelé l'Empire de la mer du Nord. En 1028, il ajoutera la Norvège à ses possessions, créant un royaume qui s'étend sur toute la Scandinavie et l'Angleterre. C'est une période de puissance viking sans précédent, et Thorkel en est l'un des principaux architectes militaires. Mais les relations entre le roi et son comte le plus puissant commencent à se détériorer. Les sources ne nous disent pas exactement pourquoi. Peut-être Knut se méfie-t-il de Thorkel, de son influence, de sa popularité auprès des guerriers. Peut-être Thorkel est-il trop indépendant, trop habitué à prendre ses propres décisions. Peut-être y a-t-il des conflits sur le partage du pouvoir ou des revenus. Quoi qu'il en soit, la tension monte progressivement. En novembre 1021, l'orage éclate. Knut déclare Thorkel hors la loi. C'est une condamnation terrible dans le monde médiéval. Être déclaré hors la loi signifie perdre tous ses titres, toutes ses terres, toute protection légale. N'importe qui peut tuer un hors-la-loi sans être poursuivi. C'est une mort civile qui précède souvent une mort physique. Pourquoi cette rupture brutale? Les chroniqueurs de l'époque restent mystérieusement silencieux. Aucune explication n'est fournie. Certains historiens spéculent qu'il y a eu un désaccord majeur sur la politique royale. D'autres pensent que Knut, revenu de ses campagnes en Scandinavie, veut reprendre fermement le contrôle de l'Angleterre et ne tolère plus l'autonomie dont jouissait Thorkel. D'autres encore suggèrent que Thorkel a peut-être été accusé de complot, de vouloir se tailler son propre royaume en Est-Anglie. Ce qui est certain, c'est que Thorkel comprend immédiatement qu'il ne peut rester en Angleterre. Malgré sa force et sa réputation, il ne peut défier ouvertement un roi qui contrôle des armées entières. C'est le 3e changement de camp de Thorkel, mais cette fois, il n'a pas le choix. Il fuit vers le Danemark avec ses fidèles, abandonnant ses terres anglaises, sa position de premier baron du royaume.
Au Danemark, Thorkel pourrait devenir un rival dangereux pour Knut. Il a l'expérience, la réputation, les connexions. Il pourrait rallier des nobles mécontents, lever une armée, contester le pouvoir royal. Mais le géant viking a maintenant la cinquantaine, et peut-être commence-t-il à fatiguer de la guerre constante. Ou peut-être calcule-t-il qu'une révolte ouverte contre Knut serait suicidaire. Pendant 2 ans, de 1021 à 1023, Thorkel reste au Danemark. Les sources ne nous disent presque rien de cette période. Vit-il caché? Prépare-t-il un retour en force? Négocie-t-il secrètement avec Knut? Ce silence des chroniques est frustrant, mais il suggère que Thorkel joue profil bas, attendant le bon moment. En 1023, ce moment arrive. Knut, qui a consolidé son empire nordique, réalise qu'avoir Thorkel comme ennemi est plus dangereux que l'avoir comme allié. Le roi comprend aussi que Thorkel a des connexions profondes au Danemark, qu'il est respecté par les guerriers, qu'il pourrait être utilisé par des rivaux. Il vaut mieux le réconcilier que le laisser devenir un point de ralliement pour l'opposition. Les 2 hommes se rencontrent. On imagine cette entrevue entre le jeune roi ambitieux et le vieux guerrier qui a survécu à tout. Quels mots échangent-ils? Quelles promesses se font-ils? Quelles menaces restent non dites? Les chroniques ne le disent pas, mais le résultat est spectaculaire. Non seulement Thorkel est pardonné, mais il est nommé Jarl du Danemark, un titre qui fait de lui le vice-roi du royaume au nom de Knut. C'est le 4e et dernier changement d'allégeance de Thorkel, et c'est un retour triomphal. L'homme qui avait fui en disgrâce revient paré des plus hauts honneurs. Plus encore, Knut lui confie la garde de son fils Harthacnut, le prince héritier. En échange, Knut prend sous sa protection le fils de Thorkel. C'est un échange d'otages classique pour garantir la loyauté mutuelle, mais c'est aussi une marque de confiance extraordinaire. Thorkel devient le père adoptif du futur roi. Il est chargé de l'éduquer, de le former aux arts de la guerre et de la gouvernance, de faire de ce jeune prince un roi digne de l'empire bâti par son père. C'est une responsabilité immense et un honneur considérable. Après des décennies de guerre, de trahison, de changement d'allégeance, Thorkel se retrouve au sommet de la hiérarchie scandinave. Les années qui suivent sont les plus mystérieuses de la vie de Thorkel. En 1023, il est Jarl du Danemark, tuteur du prince héritier, l'un des hommes les plus puissants de l'Europe du Nord. Et puis, soudainement, il disparaît des sources historiques. Plus aucune mention, plus aucune charte qui porte son nom, plus aucun récit qui parle de ses actions. C'est comme si la terre l'avait englouti. Qu'est-il arrivé au géant de Jomsborg? Plusieurs hypothèses existent. Aucune n'est certaine. Peut-être est-il mort en 1024, l'année suivant sa réconciliation avec Knut, à 54 ans. C'est un âge avancé pour l'époque, surtout pour un guerrier qui a passé sa vie sur les champs de bataille. Ses innombrables blessures ont peut-être fini par avoir raison de lui. Une infection, une vieille blessure qui se rouvre, une maladie soudaine. D'autres théoriciens suggèrent qu'il a été écarté du pouvoir par Ulf, le beau-frère de Knut, qui devient Jarl du Danemark en 1024. Peut-être Thorkel a-t-il été poussé à la retraite, renvoyé dans ses domaines, écarté doucement mais fermement du pouvoir. Peut-être est-il retourné à Jomsborg, la forteresse de sa jeunesse, pour y finir ses jours parmi les frères d'armes de ses premières batailles. Une hypothèse plus dramatique le fait mourir au combat en 1039, lors d'un affrontement dont nous n'avons plus trace. Thorkel aurait alors près de 70 ans, un âge incroyable pour encore combattre, mais pas totalement impossible pour un homme de sa trempe. Certains guerriers vikings continuaient à se battre jusqu'à leur dernier souffle, préférant mourir l'épée à la main plutôt que dans leur lit. Ce qui est certain, c'est que sa lignée continue après lui. Son fils reste à la cour de Harthacnut et devient un membre important de sa suite. Quand Harthacnut meurt subitement en 1042 lors d'un festin de mariage, la veuve et les 2 fils de Thorkel sont expulsés d'Angleterre par le nouveau roi, Édouard le Confesseur. Cette expulsion suggère qu'ils étaient considérés comme une menace politique, que le nom de Thorkel portait encore un poids considérable une décennie après sa disparition. La mémoire de Thorkel survit dans les sagas islandaises. La Jomsvikinga saga, rédigée au XIIIe siècle, le présente comme l'un des plus grands guerriers de la confrérie. Les skalds scandinaves composent des poèmes sur ses exploits. Son nom apparaît sur des pierres runiques érigées en Suède, commémorant ses raids en Angleterre aux côtés d'autres chefs vikings. La pierre runique, U344 d'Orkesta en Suède, est particulièrement intéressante. Elle a été érigée par un viking nommé Ulf pour commémorer sa participation à 3 campagnes de Dengeld en Angleterre.
La première sous le commandement de Skagultost, la deuxième sous Thorkel et la troisième sous Knut. Ce témoignage contemporain confirme l'importance de Thorkel comme chef militaire majeur de son époque. L'histoire de Thorkel le Grand est celle d'un homme qui a survécu en s'adaptant. Dans un monde brutal où la loyauté absolue était censée être la vertu suprême, Thorkel a compris qu'une loyauté aveugle menait à la mort. Il a changé 4 fois de camp, non par traîtrise ou par lâcheté, mais par intelligence stratégique et instinct de survie. Son premier changement, quand il passe des Vikings aux Anglais en 1012, est motivé par l'horreur face au meurtre d'Alfège. C'est un choix moral autant que stratégique. Thorkel refuse de rester dans une armée capable de lyncher un archevêque sans défense. Mais c'est aussi un calcul. Au service d'Ethelred, il obtient un statut légitime, un salaire régulier, des perspectives d'avancement. Son deuxième changement, quand il rejoint Knut vers 1016, est dicté par le pragmatisme. Edmond sans Haute de Fer se bat vaillamment, mais la victoire de Knut devient inévitable après Assandun. Thorkel reconnaît la réalité du rapport de force. Rester fidèle à une cause perdue ne sert à rien si cela mène à la mort. Mieux vaut rallier le vainqueur et négocier une bonne position. Son troisième changement, sa fuite vers le Danemark en 1021, n'est pas vraiment un choix. Knut le déclare hors la loi, le forçant à l'exil. Mais même dans cette disgrâce, Thorkel manœuvre habilement. Il ne se rebelle pas ouvertement, ne lance pas de guerre civile suicidaire. Il attend, patiente, préserve ses forces, jusqu'à ce que la réconciliation devienne possible. Son quatrième changement, le retour au service de Knut en 1023, est le couronnement de sa carrière. Il négocie non seulement son pardon, mais aussi le titre de Jarl du Danemark. C'est le triomphe du diplomate autant que du guerrier. Thorkel montre qu'il n'est pas seulement une brute capable de fracasser des crânes, mais un homme politique capable de naviguer dans les eaux troubles de la cour royale. Cette capacité à changer d'allégeance sans perdre le respect de ses contemporains est remarquable. Dans la culture viking, basculer d'un camp à l'autre était généralement vu comme une trahison honteuse. Pourtant, Thorkel maintient sa réputation. Les sources le décrivent toujours comme un grand guerrier, un chef respecté. Comment est-ce possible ? La réponse tient probablement à sa manière de changer de camp. Thorkel ne trahit jamais dans le feu de l'action. Il ne déserte pas comme Eadric Streona en pleine bataille. Ses changements d'allégeance sont toujours ouverts, négociés, annoncés. Quand il quitte les Vikings pour les Anglais, il le fait avec 45 navires, toute une flotte qui bascule avec lui. Ce n'est pas une désertion furtive, c'est une décision politique assumée. De plus, Thorkel honore ses engagements tant qu'il est dans un camp. Quand il sert Ethelred, il combat férocement contre les Danois. Quand il sert Knut, il est loyal et efficace. Il ne joue pas double jeu, ne complote pas dans l'ombre. Cette honnêteté paradoxale dans ses trahisons lui vaut le respect de ses pairs. Sa taille exceptionnelle contribue aussi à sa légende. À 2,20 m, Thorkel domine physiquement tous ses contemporains. Cette stature hors norme en fait un personnage mythique, presque surhumain. Les chroniqueurs médiévaux adorent ce genre de détails qui transforment l'histoire en épopée. Thorkel devient plus qu'un homme. Il devient un symbole de la puissance viking. Ses prouesses martiales sont légendaires. Les récits parlent de ses 2 haches à 2 mains, de sa force qui lui permet de fendre un homme en 2 d'un seul coup, de son courage au combat. Mais Thorkel n'est pas qu'une force brute. Les sources insistent aussi sur sa sagesse, sa perspicacité tactique, sa capacité à évaluer les situations. C'est cette combinaison de force physique et d'intelligence stratégique qui fait de lui un chef exceptionnel. Son influence sur l'histoire anglaise et scandinave est considérable. En changeant de camp en 1012, il prive les Vikings d'une partie importante de leurs forces et renforce temporairement Ethelred. Sa présence au service de Knut en 1017 légitime le nouveau régime anglo-danois. En tant que Jarl du Danemark et tuteur de Harthacnut, il contribue à consolider l'empire de la mer du Nord. Pourtant, contrairement à d'autres grands vikings comme Ragnar Lodbrok ou Harald à la Dinde bleue, Thorkel n'a pas laissé de dynastie durable. Ses fils sont expulsés d'Angleterre en 1042. Aucune lignée ne porte son nom dans les générations suivantes. Son héritage est celui d'un individu exceptionnel, pas celui d'une famille royale. 8 siècles après sa disparition, Thorkel renaît dans la culture populaire grâce au manga Vinland Saga de Makoto Yukimura. L'auteur japonais, fasciné par l'époque viking et les personnages historiques de cette période, fait de Thorkel l'un des protagonistes majeurs de son œuvre.
Le Thorkel de Vinland Saga est fidèle à l'esprit du personnage historique, mais amplifié de façon épique. Il est représenté comme un géant jovial et assoiffé de combat, un guerrier qui ne vit que pour l'excitation du champ de bataille. Son changement de camp des Danois vers les Anglais est conservé, mais sa motivation est simplifiée. Dans le manga, Thorkel change de camp par pur ennui, trouvant les Anglais trop faibles et préférant combattre ses anciens camarades vikings, plus dignes de lui. Cette représentation capture l'essence du personnage historique tout en l'embellissant. Le vrai Thorkel était effectivement un guerrier redoutable, obsédé par la bataille, mais il était aussi un politique calculateur capable de pragmatisme. Le Thorkel du manga est plus unidimensionnel, une force de la nature guidée presque exclusivement par sa soif de combat, mais c'est cette simplicité même qui le rend attachant pour les lecteurs. Dans Vinland Saga, Thorkel devient un mentor involontaire pour le héros Thorfinn, lui-même personnage historique. Leurs combats sont spectaculaires, violents, épiques. Thorkel perd même 2 doigts lors de leur premier affrontement, un détail qui ajoute à sa légende. Plus tard, il perd un œil dans un second duel. Ses blessures ne font qu'accroître son respect pour le jeune guerrier. Le manga explore aussi les relations complexes de Thorkel avec les autres personnages historiques de l'époque. Son admiration pour Thors, le père de Thorfinn, révèle une dimension plus nuancée du personnage. Thorkel n'est pas qu'une brute. Sanguinaire, il reconnaît et respecte la vraie force, même quand elle se manifeste dans la retenue plutôt que dans la violence. La relation entre Thorkel et le prince Knut dans le manga est particulièrement intéressante. Thorkel voit en Knut un potentiel de grandeur qui rappelle Thors. Cette reconnaissance pousse Thorkel à rallier le jeune prince, ajoutant une dimension psychologique à son changement d'allégeance. Ce n'est plus seulement une question de stratégie politique, mais aussi une quête personnelle du guerrier parfait. L'anime adapté du manga, avec ses scènes de bataille spectaculaires et son animation de qualité, a encore élargi l'audience de Thorkel. La voix de son acteur japonais, puissante et théâtrale, capture parfaitement le caractère plus que nature du personnage. Les spectateurs découvrent un viking qui rit aux éclats en pleine bataille, qui traite la guerre comme un jeu mortel mais exaltant. Cette popularité moderne a un effet intéressant. Elle ramène l'attention sur le personnage historique. Des lecteurs curieux cherchent à en savoir plus sur le vrai Thorkel, découvrent son histoire fascinante, sa carrière improbable, ses 4 changements de camp. Ils réalisent que la réalité est parfois aussi spectaculaire que la fiction, car le vrai Thorkel est un personnage digne des plus grandes épopées, un géant de 2,20 mètres qui survit à 40 ans de guerre viking. Un guerrier qui combat dans les 2 plus grandes batailles navales de son époque, Hjörungavágr et Svolder. Un commandant qui ravage l'Angleterre pendant 3 ans, puis devient son protecteur. Un comte qui est déclaré hors la loi par le roi le plus puissant du Nord, puis devient son vice-roi. Un survivant qui change 4 fois de camp et finit ses jours honoré et respecté. L'histoire de Thorkel le Grand nous enseigne une leçon fondamentale sur le pouvoir et la survie. Dans un monde de violence extrême où la plupart des guerriers mourraient jeunes, souvent avant 30 ans, Thorkel a vécu jusqu'à au moins 54 ans, et peut-être beaucoup plus. Comment un homme dont le métier était la guerre a-t-il pu survivre si longtemps? La réponse tient à son mélange unique de force et d'intelligence. Thorkel était assez fort pour être craint, assez respecté pour être écouté, mais assez intelligent pour savoir quand changer de cap. Il comprenait que la loyauté aveugle était une forme de stupidité qui menait à la tombe. Dans le jeu mortel de la politique viking, s'adapter était plus important que l'honneur rigide. Cette flexibilité ne faisait pas de lui un traître. Thorkel n'a jamais trahi pour de l'argent ou par lâcheté. Ses changements d'allégeance étaient toujours motivés par des raisons compréhensibles. Horreur face à un crime, reconnaissance d'une défaite inévitable, nécessité de fuir une condamnation, opportunité de retrouver le pouvoir. Et surtout, une fois qu'il avait choisi son camp, il y restait fidèle jusqu'à ce qu'il soit forcé de changer à nouveau. Comparer Thorkel à d'autres grands vikings de son époque est instructif. Olaf Tryggvason, le roi de Norvège, préfère mourir à Svolder plutôt que de se rendre. C'est héroïque, mais ça ne le ramène pas à la vie. Edmond Santaud de Fer combat vaillamment contre Knut, mais meurt à 27 ans sans avoir pu sauver son royaume. Idrik Streona trahit tout le monde et finit exécuté. Thorkel, lui, survit à tous.
Sa carrière illustre aussi la fluidité des identités à l'époque viking. L'idée moderne de nation aux frontières rigides n'existe pas encore. Un guerrier peut servir un roi danois un jour, un roi anglais le lendemain, sans que cela soit vu comme contradictoire. Ce qui compte, c'est la relation personnelle avec le seigneur, pas l'appartenance à une nation abstraite. Thorkel était danois de naissance, mais il a épousé une princesse anglaise, possédé des terres en Angleterre, servi à la fois contre et pour les Anglais. Il était chrétien, mais issu d'une tradition païenne viking. Il était Jomsviking, mais est devenu comte anglais puis jarl danois. Ces multiples identités qui nous semblent contradictoires étaient naturelles à son époque. Son histoire montre aussi les limites du pouvoir royal au début du Moyen-Âge. Knut était roi d'un empire immense, mais il ne pouvait pas simplement éliminer Thorkel quand celui-ci devenait gênant. Le géant viking avait trop de connexions, trop de loyauté, trop de réputation. Même déclaré hors la loi, il restait dangereux. Knut a dû négocier avec lui, le ramener dans le giron, lui offrir un poste prestigieux pour neutraliser la menace qu'il représentait. Cette dynamique de pouvoir complexe, où même les rois les plus puissants devaient composer avec leurs vassaux les plus forts, caractérise toute l'époque médiévale. Le féodalisme n'était pas un système de contrôle absolu, mais un réseau complexe d'obligations mutuelles, de serments, de négociations constantes. Thorkel excellait dans ce jeu. Sa disparition mystérieuse des sources après 1023 ajoute une touche poétique à son histoire. L'homme qui avait dominé par sa présence physique pendant des décennies s'évanouit dans le silence. Pas de récit héroïque de sa mort au combat, pas de funérailles royales décrites dans les chroniques. Juste une absence soudaine. C'est frustrant pour les historiens, mais c'est aussi approprié pour un homme qui a passé sa vie à apparaître et disparaître, à changer de camp et de fortune. Aujourd'hui, plus d'un millénaire après sa vie, Thorkel le Grand reste une figure fascinante. Il incarne les contradictions de l'ère viking, la violence et la diplomatie, la loyauté et la flexibilité, la force brute et l'intelligence subtile. Il nous rappelle que l'histoire n'est pas faite seulement de héros qui meurent glorieusement, mais aussi de survivants qui savent quand se battre et quand négocier. Dans un monde où nous valorisons souvent la constance et la fidélité absolue, l'histoire de Thorkel nous rappelle que la survie demande parfois de l'adaptabilité. Savoir quand tenir bon et quand changer de direction n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence. Thorkel le Grand a vécu cette vérité pendant plus de 50 ans de guerres incessantes. Et c'est pour cela que son nom résonne encore aujourd'hui. Le géant de 2,20 m qui a changé 4 fois de camp et qui a survécu à tout nous enseigne finalement que dans le grand jeu du pouvoir, les morts n'ont pas d'honneur. Seuls les vivants peuvent écrire l'histoire, et Thorkel a vécu assez longtemps pour s'assurer que son nom serait gravé dans la pierre et la mémoire pour les siècles à venir.